Météo France l'avait annoncé, le ciel l'a fait. Ce lundi 10 août restera peut-être comme la journée la plus chaude de l'été, avec beaucoup de records à la clé. Des records également de pollution. Au total, ce sont plus d'une quinzaine de villes qui ont dépassé le niveau 2 de la procédure d'alerte, aux grandes dames de certaines personnes plus sensibles. À Nairobi, au Kenya, les sauveteurs n'ont plus grand espoir de retrouver de survivants. Le bilan pourrait dépasser les 200 morts. L'heure est maintenant à l'enquête minutieuse et longue. Le manque de sang dans certains centres de transfusion sanguine, pour l'instant pas de pénurie, mais des difficultés passagères en Champagne-Ardenne et dans le Languedoc-Roussillon. Et puis un air de festival dans ce journal avec l'initiative de Cordes sur Ciel dans le Tarn. Il s'agit purement et simplement de faire parler les vieilles pierres de la cité. Madame, Monsieur, bonsoir. Il a fait un peu chaud aujourd'hui. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, Météo France avait annoncé que cette journée risquait bien d'être la plus chaude de l'été. Et sauf à être contredit dans les jours qui viennent, eh bien cette prévision s'est révélée exacte. Chacun y va de son record de chaleur. Plus de 36 degrés à Paris, 34,2 à Strasbourg, 35 à Nancy. Le tout bien sûr sous abri. François Privat et Philippe Ritten se sont rendus à Bourges. Cela devait être aujourd'hui, selon les prévisions de Météo France, la ville la plus chaude. Un petit jet d'eau en plein cœur de Bourges. Au pays du printemps, l'été se fait canicule. Personne devant la célèbre cathédrale. En revanche, on se bouscule dans l'enceinte et la crypte du bâtiment sacré. Est-ce qu'il fait bon dans la cathédrale? Très très bon, vous devriez y aller. C'est très bon. Est-ce que c'est ce qui vous a poussé à aller la visiter? Entre autres, oui. Ah oui, beaucoup moins chaud. Surtout dans l'église basse, dans la crypte. C'est très appréciable, mais il faut quand même prévoir un petit quelque chose. Ah bon? Qu'est-ce que vous avez prévu? Petite déception à la station locale de Météo France. Le record du 9 août 1923, avec plus de 41 degrés, n'a pas été battu. Aujourd'hui, on a relevé 37,6 degrés dans la ville de Bourges et un peu plus de 38 dans le sud du département du Cher. On était un peu optimiste, tout simplement, c'est que le vent s'est un peu levé. Ce qui fait, c'est que cette petite brise va atténuer un peu les températures. Et loin de la mer, les joies de la piscine, pour les plus jeunes. Dans une grande maison de retraite de la ville, on a pris beaucoup de précautions. Je bois un coup, quand il fait chaud. Faut pas boire d'alcool, ça réchauffe encore. Oh, bah vous parlez. Ah, bah j'aime bien le pinot. Hein. Bah oui, mais le pinot, ça désaltère. C'est le plan hors sec, à savoir qu'il faut prendre des mesures draconiennes, surtout découvrir les gens au maximum. C'est pas facile parce qu'arrivé à un certain âge, on tient à garder son gilet, sa petite laine, comme on dit. Et même sous la canicule, il faut parfois continuer à travailler la terre. On peine avec la chaleur, on tient pas. Les machines sont brûlantes. Le long des routes, ces feux peuvent étonner. Malgré la chaleur écrasante qui sévit sur le Cher, aucun arrêté préfectoral n'interdit de brûler les résidus de paille dans les champs moissonnés. Inutile de dire que dans ces conditions, chacun cherche à se rafraîchir comme il le peut. À la plage, bien sûr, c'est plus facile. Il suffit de se tremper dans l'eau, à condition toutefois de trouver un peu de place. Le reportage de France Arvois et de Cyril Paquier qui sont allés à Carmaux, près de Montpellier. Carnon, 16 heures, 35 degrés. Une température juste un peu supérieure aux 30 degrés habituels à cette époque de l'année. Les estivants connaissent la musique et sont plutôt prudents. On amène tout ce qui va bien, quoi, la poussette, le parasol, et puis on l'hydrate beaucoup avec les bombes de Vittel, et puis pareil, hein, des crèmes, des crèmes autobronzantes et tout ça, quoi. En cas de coup de chaud, les vendeurs ambulants sont là. On va un peu plus Zodiac, bien sûr, hein. Puis on leur conseille surtout de faire attention, de se protéger. Vous leur dites quoi exactement? Qu'il faut mettre de la crème, un t-shirt aux enfants. Contre la chaleur, à chacun ses trucs. Ça fait du bien de boire du café parce que quand on avale, ça fait chaud dans la gorge et après, dès qu'on a fini, on a frais tout de suite, j'ai frais tout de suite en fait. C'est mieux avec du chaud alors? Voilà. Quand on boit froid, après on a chaud, on transpire. Se baigner le plus souvent possible, la consigne là aussi a été largement suivie. Ni hydrocution, ni insolation. Au poste de secours de Carnon-Ouest, cet après-midi, c'était calme plat, mais on renouvelle quand même quelques conseils. Il faut boire dès qu'on a soif, même quand on n'a pas soif. Il faut boire pas beaucoup, mais souvent. Les heures les plus chaudes, les gens du cru n'ont qu'une seule manière de les traiter. Mon père fait une sieste quotidienne depuis 20 ans. C'est très important. Ah oui, quand on a chaleur, c'est l'idéal. Parce que vous arrivez vers le soir, vous arrivez vers les 18h, c'est l'idéal ici. Je pense que moi, la plage, bon, je suis là en plein après-midi, mais la plage, l'idéal, c'est 18h, 21h.
On adopte la vie des pays chauds, quoi, hein, comme les Espagnols. Quand on va en Espagne, il y a rarement du monde en début d'après-midi dehors, et c'est vrai que ils ont raison, c'est le bon rythme de vie. Le bon rythme de vie, surtout pour les personnes âgées et les nourrissons. Et dans cette France en chaleur, si je puis dire, il y a quelques régions qui s'en sortent un peu mieux que les autres. C'est le cas par exemple du Cotentin ou de la Bretagne, souvent moqué pour son climat, mais qui là prend en quelque sorte sa revanche. Jacques Deveau et Gabriel Camilla, deux Bretons inconditionnels, sont allés à Sainte-Lunaire, près de Dinan. La température extérieure aujourd'hui était de 28 degrés, l'eau à 21 degrés, un paradis de fraîcheur toute relative. Saint-Lunaire, 28 degrés à l'ombre, 21 dans l'eau. Il n'est pas midi et la plage est déjà bien remplie. Il n'y a pas un souffle d'air de ce petit vent qui refroidit souvent la côte nord de la Bretagne. Aujourd'hui, c'est certainement la journée la plus chaude. Et nous qui venons à Saint-Lunaire depuis des années, je crois que nous n'avons jamais vu aussi chaud qu'aujourd'hui. Là, c'est la température qu'il faut. Un peu trop chaud à la rigueur. C'est bien, c'est très bien. Juste ce qu'il faut. Sur les plages, chaleur oblige, c'est la course à la canette. Et les vendeurs ne s'en plaignent pas. C'est beaucoup de boissons, de glace et de trucs froids pour se rafraîchir. Vu la chaleur qu'il fait, on est bien sous les parasols, puis un petit peu dans les grands airs. Pour les surveillants de baignade, la journée n'est pas de tout repos. Contre les piqûres, non, c'est contre les piqûres d'insectes. Ça pique. D'autant que les vives, ces poissons à la piqûre redoutable qui vivent dans le sable, jouent les troubles faits. Il faut savoir par exemple qu'hier, bon c'était dimanche, mais bon c'était une marée de sang. Il y a eu entre 70 et 90 piqûres de vivres, quoi. Dans les campings, on souffre aussi de la chaleur. Alors Baptiste et ses cousins passent le plus clair de leur temps à la plage, et pas seulement par goût. C'est le matin dans la caravane ou sous les tentes, il y a le soleil qui tape en plein dessus. On ne tient pas là-bas. Et même s'il fait un peu chaud, personne ici ne s'en plaint vraiment. D'autant que la fraîcheur annonce son retour dès le milieu de la semaine. Voilà, nous annonce effectivement un peu plus de fraîcheur sur l'ouest avec quelques pluies même qui ne sont pas à exclure. En revanche, partout ailleurs, ce sera toujours la canicule. Alors tout le monde ne peut pas passer son temps au bord de l'eau. Il y a ceux qui travaillent, souvent dans des locaux non climatisés comme ici. Il faut dire que la climatisation progresse doucement en France, beaucoup moins vite pour les maisons et les appartements par exemple que pour les voitures. Elisabeth Esley et Luc Bachofen ont donc suivi un de ces installateurs en climatisation. Il fait chaud dans votre voiture? Elle n'est pas climatisée? Pas encore. C'est combien de degrés d'après vous? Ouais, il doit bien faire 40, pas loin. Un comble pour Patrick. Il travaille dans une grande entreprise de climatisation, mais a tout aussi chaud que les chauffeurs de bus. On a la ventilation, mais ça suffit pas. Il faudrait des bus à air climatisé, ça serait nettement mieux. La climatisation, on en rêve. Et quand on l'a, par les chaleurs qui courent, on ne tolère aucune défaillance. Les entreprises spécialisées ont été très sollicitées aujourd'hui. Oui, c'est au moins 50 degrés. Et si la canicule se prolonge, certains équipements qui tournent à fond risquent de s'essouffler. Mais attention, toute clim a ses limites. Les installations de climatisation en Ile-de-France sont programmées pour une température extérieure de 31 à 32 degrés. Donc évidemment, on a un certain nombre de dépannages. Quand il fait 38-39 dehors, les clients nous appellent en disant notre installation est en panne, mais en fait c'est simplement parce qu'elles ne sont pas faites pour ce style de température en Ile-de-France. Alors quelle solution? Le ventilateur à côté du fer à repasser? Pas convaincant. Adopter une petite tenue est sans doute plus efficace. Mais tous n'ont pas le choix. La combinaison, ce n'est pas vraiment de saison. On a très chaud, surtout quand on travaille à l'intérieur des voitures. Malheureusement, elles sont bien chaudes et on transpire un petit peu de partout. Mais rien n'empêche de rêver pendant les travails. Tant qu'à faire, en ce moment, à des scènes rafraîchissantes. Et quand elle atteint ces températures, la chaleur peut être difficile à supporter. Elle peut même être dangereuse pour des populations dites à risque, notamment les enfants et les personnes âgées. Il faut penser à boire beaucoup pour éviter la déshydratation et ne pas se lancer non plus dans des efforts inconsidérés. Les explications de Benoît Thévenet et de Jacques Gérard. Madame Pris ne peut se déplacer seule. 2 fois par jour, elle reçoit la visite d'une infirmière et d'une aide-soignante venue faire sa toilette. Ces jours-ci, les 2 jeunes femmes veillent particulièrement à faire boire leurs patients et cela nécessite beaucoup de diplomatie. Oui, je sais que vous en voulez
voulez pas? Non, ne la faites pas voir, ça fout en l'air. Et si je mets quelque chose dedans? Non, vous mettez rien du tout. Et si je mets une goutte de vin? Après négociation, Madame Triss accepte quelques gorgées. Les vieilles personnes ressentent rarement la soif. Par grosse chaleur, elles risquent plus que d'autres de se déshydrater. C'est vrai que la plupart du temps, si on ne les fait pas boire à longueur de journée, on va se retrouver avec des... Mais écoutez, je bois pas dans la journée. Je bois quand même, mais le soir, faut pas me dire bois ça. Non, mais j'arrête avec mon verre d'eau. Je vous promets, j'arrête. Avec les personnes âgées, les petits-enfants sont parmi les premiers concernés par la déshydratation. Un certain nombre de signes précurseurs doivent alerter. C'est essentiellement la somnolence, l'apathie, en particulier chez les petits-enfants, hein, et puis la sécheresse de la bouche, la sécheresse des yeux, et puis surtout un enfant qui ne joue plus, qui ne bouge plus, qui reste trop calme, eh bien c'est un risque, c'est un signe effectivement de déshydratation. Mais il ne faut pas attendre ces symptômes pour agir. La prévention est simple, proposer régulièrement de l'eau. Un enfant de 10 kg doit boire 1 litre par jour en moyenne. On peut aussi utiliser un brumisateur pour humidifier les visages et les bras. Une petite solution pratique que l'on trouve agréable de 7 à 77 ans, surtout lorsqu'on reste coincé dans la chaleur et la pollution des grandes villes. Oh, ici à Paris, on étouffe. Mais moi, je n'étouffe pas. Je pense pas. Et pour la 3e journée consécutive, chaleur rime avec pollution. Dans beaucoup d'endroits en France, vous le voyez sur cette carte, le seuil numéro 2 de pollution à l'ozone a été dépassé. C'est le cas une fois de plus à Paris bien sûr, Lyon, Bordeaux, les Bouches-du-Rhône, sur les principales villes de l'Alsace et de la Lorraine. Au total, une quinzaine de villes qui sont touchées. Depuis la loi sur l'air de 96, toutes les villes de plus de 100 000 habitants ont dû s'équiper de dispositifs de surveillance. C'est ainsi qu'on s'est aperçu que Nice n'échappait pas non plus à la pollution. Hier, on a soupçonné les autorités du département d'avoir tué en quelque sorte l'information. En fait, ce n'était qu'un dysfonctionnement, paraît-il, dans la communication. À Nice, Yasmina Farber et Christelle Jacquet. À 15 h, 3 stations de surveillance de Nice ont une nouvelle fois décelé de l'ozone. En moyenne, 190 microgrammes par mètre cube d'air. La petite brise marine n'a pas pu venir à bout de cette pollution photochimique. Nice, parfois, est privilégiée par rapport aux autres grandes villes de France, comme Strasbourg et Paris, par exemple, puisque nous avons quand même cette brise marine qui va donc repousser l'ozone sur les hauteurs. Mais lorsque le temps était très beau et très calme, eh bien, on a quand même une certaine quantité d'ozone qui stagne sur la ville. On est au même niveau qu'à Paris, sauf que nous, c'est vrai qu'il faut dire surtout qu'on a un niveau de fond toute l'année qui est déjà plus important qu'ailleurs. À Qualitaire 06, les observateurs renseignent la population et les journalistes. La baie des Anges n'est pas épargnée car la circulation est encore plus dense avec les touristes. La chaleur est pesante avec 70% d'humidité. Les températures du littoral de 29 à 31 degrés sont un peu moins élevées que dans d'autres villes de France, plus tempérées. La mer est un réservoir important qui est à peu près à 25 degrés en ce moment, plus un régime de brise la journée qui souffle de la mer vers la terre, donc qui joue le rôle modérateur important au niveau de la zone littorale des Alpes-Maritimes et du Var aussi d'ailleurs. Mais cette brise peut être peu à l'intérieur des terres, ce qui explique qu'après, dès qu'on est dans les vallées de l'intérieur, les températures sont beaucoup plus élevées. Ce bassin méditerranéen rafraîchissant reste très fréquenté. Personne ne semble embarrassé ni par la chaleur, ni par la présence d'ozone dans le ciel des vacances. Pour l'instant, le niveau atteint n'est que le niveau 2 de la procédure d'alerte. À ce stade, il ne s'agit que d'informer les personnes à risque, même si des mesures plus contraignantes pour les automobilistes, par exemple, peuvent être prises au gré des municipalités. Les explications d'Éric Lemasson et de Olivier Robert. 35 agglomérations françaises disposent de ce genre de capteurs. C'est la conséquence de la loi sur l'air. Toute ville de plus de 100 000 habitants est désormais tenue de renifler les rues. 3 molécules sont particulièrement surveillées. Dioxyde d'azote, dioxyde de soufre et ozone, celui qui sévit ces jours-ci. Les seuils d'alerte aussi sont au nombre de 3. Premier niveau, le seuil de précaution. Lorsque par exemple, la teneur en ozone atteint 130 microgrammes par mètre cube d'air. Fréquemment atteint, ce niveau 1 de pollution ne déclenche aucune mesure particulière. Niveau 2, le seuil d'information, comme aujourd'hui, car l'ozone dépasse 180 microgrammes. Rien d'obligatoire pour les autorités préfectorales, qui décident cependant, comme à Paris, d'inciter à réduire l'usage de l'automobile. Le niveau 2 correspond à une information de la population, c'est-à-dire ce n'est pas un seuil d'alerte, c'est uniquement pour prévenir les personnes sensibles, c'est-à-dire personnes âgées, enfants, insuffisants respiratoires.
Le seuil d'alerte enfin, ou niveau 3, n'a jamais encore été atteint, tout au moins depuis que l'on se préoccupe de la pollution. 360 microgrammes d'ozone par mètre cube d'un air devenu exécrable. Les mesures de circulation alternée deviendraient alors automatiques, sauf pour les véhicules les moins polluants, dont les possesseurs reçoivent actuellement la fameuse pastille verte. Et cette pollution, cette canicule peut avoir des conséquences dramatiques. À Chypre, par exemple, la vague de chaleur a déjà fait 45 victimes, la plupart des personnes âgées. Une centaine d'autres ont dû recevoir des soins à l'hôpital. Le thermomètre sur Chypre est grimpé jusqu'à 43 degrés. Mais les choses devraient s'arranger à partir de mercredi. En Grèce, les autorités sont enfin parvenues à juguler les incendies qui sévissaient autour d'Athènes. Alain de Frémont, l'agent immobilier de Neuilly-sur-Seine, qui avait été surpris en train d'allumer quelques feuilles dans un maquis, a été incarcéré aujourd'hui pour incendie intentionnel. Il proteste pourtant de sa bonne foi. Jérôme Laurent. Je n'ai pas voulu laisser de Kleenex sale. J'ai fait une bêtise. Je les ai brûlés au lieu de les jeter dans un sac en plastique ou... Et je voudrais rentrer chez moi rapidement. En gardant des amis en Grèce. En gardant des amis en Grèce. Il s'effondre en larmes, épuisé par 2 jours de pression médiatique et judiciaire. Mais pour Alain de Frémont, le pire est à venir. Quelques heures plus tard, en début d'après-midi, il sort du bureau du procureur d'Igoumenitsa. Ce dernier a décidé de le poursuivre pour incendie intentionnel. Alain de Frémont sera contraint de rester en détention provisoire dans l'attente de son procès. C'est pas normal qu'on le garde aujourd'hui, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Il a fait involontairement une bêtise. Ok, d'accord, involontairement, sans intention de nuire à qui que ce soit. Le consulat de France tente actuellement de libérer sous caution ce touriste français âgé de 49 ans et originaire de Neuilly-sur-Seine. S'il reste en détention provisoire, il sera dans quelques jours transféré dans la prison de Corfou. Depuis un mois, la Grèce est gagnée par la psychose des feux. Plus de 150 000 hectares de forêt ont brûlé, des milliers de personnes sont sans abri. Alain de Frémont a vraiment mal choisi son moment pour nettoyer les forêts qu'il aime tant. En Afrique, le bilan n'en finit pas de s'alourdir après le double attentat contre les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie. On approche maintenant des 200 morts et sur place à Nairobi, les sauveteurs ne sont plus du tout certains de pouvoir récupérer les survivants. Reportage de nos envoyés spéciaux Anne Ponsinet et Didier Dahan. En descendant ce matin du tas de décombres avec leur matériel d'écoute, les Français de la sécurité civile avaient un faible espoir. Mais le miracle n'a pas eu lieu. Pourtant, la liste des manquants laisse à penser que 30 ou 40 personnes restent ici prisonnières du béton. Et comme si la mort l'avait définitivement emporté, elle gêne jusqu'au flair des chiens de sauvetage. Ce matin, je me suis déplacé d'environ 4 mètres par rapport à l'endroit où j'avais travaillé hier et par rapport où j'avais mon marquage. Ce matin, je n'avais pas quelque chose de propre, de concret, puisqu'il y avait quand même pas mal de victimes décédées. Cet homme est le dernier survivant à être sorti. Il a passé 2 jours sous les décombres. Dès le début, il s'est souvenu d'une phrase lue dans un livre. Le courage de l'esprit est plus fort que le courage du corps. Et il s'est préparé à attendre 2 ou 3 jours. Étonnant optimisme. De l'attentat, il raconte avoir entendu d'abord une explosion, puis comme un tir d'arme automatique, puis la grosse explosion. Un témoignage concordant avec une version donnée par le FBI à un journal américain. Les agents fédéraux ratissaient ce matin les abords de l'ambassade. Selon le journal, la voiture s'est d'abord présentée ici, à l'entrée principale, puis elle aurait contourné le bâtiment vers l'arrière, sur ce parking. Là, une grenade aurait été lancée sur les gardes de sécurité juste avant l'explosion finale. Les caméras de surveillance permettront peut-être d'en savoir plus. La période de l'urgence et des secours entre dans sa dernière phase. Celle du deuil et de l'enquête commence. Elle sera longue. Cet après-midi, les Américains ont commencé l'embarquement des corps de leurs 12 compatriotes victimes de l'attentat. Alors Anne Ponsinet, bonsoir, vous êtes sur place. On a appris aujourd'hui que des suspects avaient été arrêtés à la frontière tanzanienne. L'heure est donc maintenant à l'enquête, franchement. Oui, et dans ce type d'affaires, comme dans toutes les affaires criminelles, eh bien, il y a 2 bases de travail principales. D'abord, il y a les témoignages. Et là, ils sont très nombreux. Les enquêteurs en ont recueilli des milliers. Seulement, ils ne sont pas tous concordants. Certains parlent d'un homme avec un pick-up et puis d'autres parlent d'un commando d'hommes vêtus à l'arabe.
et qui aurait tiré sur les militaires chargés de la sécurité de l'ambassade avant l'explosion. Et puis il y a ce qu'on trouve sur le terrain. Là, en l'occurrence, aujourd'hui, les Américains ont ramassé toutes les carcasses de voitures qui se trouvaient sur le fameux parking derrière l'ambassade. Là, ils devraient trouver des traces d'explosifs qui sont, comme on sait, les empreintes digitales des groupes terroristes. Il y a ces groupes qui ont été arrêtés à la frontière tanzanienne par la police tanzanienne. Les Américains, effectivement, ont confirmé l'information, mais sans donner de précision. L'enquête s'annonce longue et difficile parce que les Américains ont déjà subi ce genre d'attentat. Et à chaque fois, le président américain avait fait montre d'une détermination sans précédent. Et à chaque fois, les enquêtes ont été très longues et rarement satisfaisantes. Merci Anne. Alors, l'une des personnes les plus fréquemment citées comme pouvant être le commanditaire de ces attentats, c'est un richissime entrepreneur, Oussama Ben Laden, déchu de sa nationalité saoudienne depuis 1993 et qui vit pour l'essentiel en Afghanistan. On le présente souvent comme le banquier des extrémistes islamistes, l'homme qui serait au cœur de cette nébuleuse de mouvements terroristes. Alors avec nous aujourd'hui Xavier Hofer. Xavier Hofer, bonsoir. Vous êtes professeur à l'Institut de criminologie. Pourquoi parle-t-on tant de ce Ben Laden? C'est parce qu'il y a eu une réunion le 23 février, je crois, en Afghanistan, de différents mouvements terroristes islamistes. Ben Laden a constitué autour de lui une espèce de constellation de groupes ou de groupes de guérilla islamistes ou de groupes terroristes à proprement parler, qui sont à l'œuvre depuis des années dans leurs pays respectifs. Vous avez la Jamaat d'Égypte, des groupes comme ça, des groupes pakistanais, depuis le Bangladesh aussi jusqu'en Asie centrale, et il les finance. Et au cours de cette réunion au mois de février, il leur a fait adopter une motion commune disant que l'ennemi principal des musulmans c'était l'Amérique, qu'il fallait frapper l'Amérique partout où c'était possible dans le monde, et il a édicté une fatwa, un décret religieux disant qu'il était licite, donc qu'un musulman avait le droit de tuer un Américain partout dans le monde. Alors ça en fait un suspect. C'est le suspect principal. Anne, pensez nous parler de l'enquête, de la difficulté qu'il y a à faire une enquête dans ces conditions-là, sur les explosifs, sur les suspects. Vous avez peut-être des informations là-dessus? Alors, il y a des éléments nouveaux et ils sont importants. À Nairobi, l'explosif utilisé, on le sait maintenant, comme on dit de source au cœur de l'enquête, c'est du Semtex. Ça a un sens. C'est un explosif extrêmement puissant qui a déjà été utilisé dans le passé pour des attentats fort graves. Souvenez-vous notamment de l'avion qui a explosé au-dessus de Lockerbie. L'explosif qui avait détonné à l'intérieur de l'avion, c'était déjà du Semtex, c'est d'explosif d'origine tchèque. Et cet explosif est pour l'essentiel, avec l'exception de l'IRA, mais elle est dans une trêve et on ne voit pas ce qu'elle aurait été fabriquée en Afrique orientale, le Semtex est sous le contrôle et dans les arsenaux des États. Et donc, ça voudrait dire qu'on a affaire à non seulement un commando très organisé, mais en plus soutenu par un État éventuellement. Les experts ne pensent pas qu'une constellation de groupes, même aussi puissante et dangereuse que celle de Bin Laden, dispose de plusieurs centaines de kilos de Semtex. Si c'est bien le cas, si c'est vérifié comme ça va l'être dans les jours qui viennent, on saura même la quantité grâce à des reconstitutions sur des ordinateurs, vous savez, par des logiciels spécialisés. On saura en gros s'il y avait 500 kilos, une tonne ou quelque chose. Il est à peu près invraisemblable qu'un groupe terroriste dispose de cette quantité-là de Semtex. Ça, je suppose que c'est une signature très très inquiétante pour des spécialistes comme vous. Les suspects qu'on a arrêtés à la frontière tanzanienne sont des gens entre guillemets sérieux? Il y a une ou deux personnes se présentant comme des employés d'organisations non gouvernementales, islamistes, etc., qui sont suspects. Le reste, il y a des tas de gens qui ont été arrêtés parce qu'ils avaient le malheur de ressembler à Bin Laden, qu'ils avaient une grande barbe et une djellaba blanche. Donc ceux-là, au bout d'un moment, on les libère avec des excuses. Mais il y a quand même 2-3 clients sérieux dans le tas. J'ajoute, parce que c'est important, que voici 2 mois à peu près, ou entre 2 et 3 mois, un réseau obéissant à Bin Laden ou appartenant à sa mouvance a été démantelé dans la région de Mombasa, au Kenya, et que depuis cette période-là, en tout cas, les Français qui s'intéressent à ces affaires étaient un peu inquiets et pensaient qu'il y avait même un risque sur Djibouti. Donc vous voyez que la menace, il n'y a pas de génération spontanée en matière de terrorisme, nulle part d'ailleurs, mais là, il y avait quand même une espèce de vague menace qui tournait dans la région et qui, hélas, a fini par se concrétiser dans ces 2 attentats sur les ambassades américaines. Merci beaucoup, Xavier Hofer, pour toutes ces précisions. La réunion de conciliation entre l'ex-Zaïre et le Rwanda n'aura pas servi à grand-chose. Les combats font rage en ce moment dans l'est de la République du Congo, autour de Bukavu, et Laurent Désiré Kabila se dit toujours prêt à poursuivre sa contre-offensive jusqu'au Rwanda. Et puis en Algérie, les services de sécurité affirment avoir anéanti le groupe d'une vingtaine d'islamistes armés qui seraient coupables d'avoir massacré le 25 juillet dernier près de Tlemcen quelques dizaines de gens qui habitent là-bas. Et puis
puis en Chine, enfin, toujours à l'étranger, sachez que les autorités sont de plus en plus inquiètes sur la capacité de leur digue à résister à la crue du Yangtze, qui a encore battu des records hier près de la ville de Wuhan. En France maintenant, l'essence n'en finit pas de baisser, l'essence ou du moins le cours du brut, car la répercussion à la pompe n'est pas systématique. Il y a l'État qui passe par là avec sa taxe sur les produits pétroliers, et puis les compagnies pétrolières qui reconstituent leur marge de raffinage. Les explications de Pascal Golomer et de Frédéric Crotat. Sauf à y regarder de très près, le consommateur n'a pas forcément remarqué une baisse spectaculaire du carburant à la station-service. Pourtant, c'est une évidence, le cours du pétrole brut sur le marché mondial est bien en chute libre ces derniers mois. Une offre abondante, une consommation ralentie du fait notamment de la crise asiatique. Résultat, le brut a perdu un quart de sa valeur depuis le début de l'année. Le prix de l'essence hors taxe aussi est en baisse, mais dans une moindre mesure, moins 16,7%. 1 franc 30 le litre en janvier, 1 franc 10 aujourd'hui. D'abord, parce que c'est un marché qui a certaines réactions différentes de celles du brut. La demande est plus forte en été qu'en hiver, les prix restent donc élevés en cette période. Les compagnies pétrolières peuvent également être tentées de prélever une marge plus importante, mais elles se défendent d'être responsables du prix à la pompe. Il faut tout de même se rappeler qu'aujourd'hui, le prix, la partie pétrolière d'un litre d'essence ne dépasse pas les 70 centimes, c'est-à-dire 10-12% de ce que l'on paye à la pompe. Donc vous voyez qu'il y a un effet d'amortissement entre ce qui se passe au niveau pétrolier et ce qui se passe au niveau de la facture payée par l'automobiliste à son pompiste. Une fois intégrées les taxes dans le prix de l'essence, la baisse enregistrée depuis le début de l'année se limite en effet à 1,5%. C'est bien peu, surtout pour un carburant parmi les plus chers d'Europe. Sans les taxes, il coûterait 20 centimes de moins que la moyenne européenne. Peut-être une bonne nouvelle pour Airbus Industrie. British Airways, pourtant toujours fidèle à Boeing, s'apprêterait à acheter 100 moyens courriers Airbus pour près de 30 milliards de francs. C'est du moins ce que croit savoir la presse britannique, mais rien n'est encore confirmé officiellement. En attendant, à Toulouse, la fabrication des Airbus ne ralentit pas, une espèce de course contre la montre que nous racontent Christophe Larocca et Olivier Combe. Dans le ciel de Toulouse, ce sont de grands oiseaux maladroits aux proportions monstrueuses. Mais ici, personne ne s'étonne plus de la perpétuelle noria des belugas. Car contrairement à son concurrent Boeing, Airbus ne construit pas ses avions sur un seul site. De Chester en Grande-Bretagne à Hambourg ou Saint-Nazaire, les pièces affluent des 4 coins de l'Europe jusqu'à cette cathédrale industrielle de 6 hectares où sont assemblés les plus gros avions de la gamme, les A330 et A340. Tous les 4 jours commence alors un gigantesque mécano. Toutes les parties d'un appareil sont mises bout à bout, le début d'une véritable course contre la montre. En 4 jours, il nous faut impérativement passer de ce poste à l'autre. Et le poste précédent doit aussi travailler en 4 jours. Donc on a bien une notion de chaîne, un peu comme chez Renault. Car Airbus met les bouchées doubles pour faire jeu égal avec son rival américain. Il faut 900 000 rivets pour construire un A340, mais grâce à cette machine, 30 heures suffisent à réaliser les coutures de l'avion. Sur la chaîne, tout a été pensé pour moderniser la production. 200 compagnons seulement travaillent à l'assemblage des plus gros appareils, 200 techniciens très spécialisés qui testent et retestent chacune des fonctions de l'avion. C'est tout ce que les pilotes entendent en vol, s'il faut piquer l'avion, s'il faut redresser l'avion, s'il est trop bas, etc. Donc si une alarme n'est pas valide, ça nous le dit. L'obsession est à la sécurité. Les circuits sont testés en conditions réelles, 250 km de fils électriques parcourent la carlingue. Si l'un d'eux est coupé, la situation vire au casse-tête chinois. Des fois on y passe un jour sur un câble. Un peu plus loin, ce sont les moteurs que l'on fait tourner pour la première fois. L'avion disparaît alors dans un nuage de fumée provoqué par les huiles de stockage. Lors de ce point fixe, les techniciens ont une lourde responsabilité, préparer l'avion pour le premier vol d'essai. Vous, quand vous étiez jeune, vous rêviez d'être pilote? Oui. Ce qu'on aime le plus, c'est de faire rouler l'avion, de le voir vivre. Ça fait rêver, hein. C'est un premier vol programmé. Mais ces techniciens n'amèneront jamais l'avion en vol. Ce rôle est réservé aux seigneurs d'Airbus, les pilotes d'essai. Paradoxalement, l'une des phases les plus longues de la préparation des avions reste l'aménagement commercial. 3 semaines,
car les intérieurs sont de plus en plus sophistiqués. Chaque passager peut regarder un film différent. Et après, il y a tous les réglages électriques du fauteuil. Il y a un repose-pied électrique. Voilà. C'est un fauteuil qui fait couchette. Hein. On est en première classe. Un confort qui se paie. Un an après la commande, c'est la livraison de l'appareil. 700 millions de francs payés sans aucun état d'âme. Vous savez, en fait, on se sent 100 fois mieux que quelqu'un qui vient d'acheter une nouvelle voiture et qui sort du concessionnaire. Acheter un nouvel avion, c'est très agréable. Je veux dire, ça va faire gagner beaucoup d'argent à notre compagnie. Moins de 2 heures plus tard, l'avion repart pour une carrière qui durera plusieurs décennies. C'est presque une tradition en été, les centres de transfusion sanguine trouvent moins facilement de donneurs. Pour l'instant, pas de pénurie à l'échelle de la France, mais des difficultés ponctuelles en Champagne-Ardenne ou dans le Languedoc-Roussillon. France Arvois et Cyril Paquier. La chambre froide du centre de transfusion sanguine de Montpellier. Depuis juin, l'équipe accumule ici les réserves de sang. Car au mois d'août, les besoins augmentent. Plus de vacanciers en Languedoc-Roussillon, c'est aussi plus d'accidents de la route. Ils se déplacent simplement, ils sont dans notre région, c'est vrai. Mais ça n'est pas le plus grand pourvoyeur. Vous savez, le plus grand pourvoyeur, c'est l'hématologie, ce sont les besoins constants. C'est la chirurgie qui ne peut pas être différée, c'est tout ce dont l'hôpital a besoin jour après jour. Les donneurs habituels sont eux aussi partis en vacances. Résultat, les dons baissent au mauvais moment. On a beaucoup d'étudiants qui viennent toute l'année scolaire, donner leur sang, donner leur plasma, éventuellement donner leurs plaquettes. C'est vrai que l'été, les étudiants sont comme tout le monde, partent en vacances et cette population n'est plus sur Montpellier. Seule solution, les appels. Sébastien, 18 ans, vient donner pour la première fois. J'ai entendu un appel à la radio qui disait qu'à Montpellier on manquait de sang, donc je suis venu. Je fais mon devoir de citoyen, quoi. Le groupe le plus précieux en ce moment, O résus positif et négatif. Il est utilisé par le SAMU pour les transfusions d'urgence, mais ne coule dans les veines que de 3 à 4% de la population française. La chute d'un spéléologue expérimenté dans la vallée de la Maurienne. L'homme s'est grièvement blessé après une chute de 60 mètres. La corde par laquelle il descendait avait été volontairement coupée. Aussitôt, la gendarmerie a été saisie pour enquêter sur ce qui ressemble à un geste de malveillance ou à l'acte d'un déséquilibré. L'enquête de Benoît Gadret et de Olivier Jacquelin. Marc Papet est encore sous le choc. Ce matériel de spéléologie, c'est celui de son compagnon qui lutte contre la mort à l'hôpital de Grenoble. Alors que la nuit tombait, le jeune homme a fait une chute de 60 mètres dans la partie basse de cette falaise. Avec ses 2 amis, il venait d'explorer une galerie dans ce massif. Une galerie qui débouche dans cette paroi. Le groupe pensait redescendre sans problème. Avec les cordes de rappel qu'ils avaient installées il y a 2 mois, ce devait être qu'une formalité. Le premier d'entre nous, qui est arrivé à la sortie, a donc mis son descendeur sur la corde qui descendait dans la falaise. Il est parti, a commencé à descendre, et comme la corde avait été coupée au couteau au-dessous, eh bien il a volé, et il a chuté, il est parti dans le vide. 2 cordes comme celle-ci équipaient le site. Les 2 ont été coupées à quelques mètres sous le point d'attache, un véritable piège. C'est assez net, c'est une intervention humaine, accidentelle peu probablement, malheureuse ou criminelle, il est un peu tôt pour se prononcer, l'enquête vient seulement de commencer à l'heure actuelle. L'enquête commence avec un élément troublant. Les écrits menaçants retrouvés dans le journal de bord de ce refuge qui jouxte la falaise. 2 pages manuscrites signées d'un individu qui se présente comme le Messie. Marc Papet a pu lire ce document. Il considère que c'est la montagne de Dieu, qu'il a fait acte de purification. Il a écrit un verset d'Ézéchiel, il y a des références bibliques dans son texte. La montagne de Dieu, et donc il veut débarrasser la montagne des miasmes, des spéléos. Pour lui, on est le diable. Connue pour sa difficulté, la falaise de la Croix des Têtes est l'une des plus fréquentées d'Europe. Les puristes de l'escalade s'en prennent régulièrement à ceux qui laissent leurs cordes dans la falaise, une polémique récurrente. Difficile pourtant d'imaginer un tel mobile. En attendant, les gendarmes de Modane, chargés de l'enquête, ont lancé un appel à témoins. Le festival s'appelle La Mémoire des pierres. C'est une idée originale, essayer de faire revivre les pierres d'une cité riche en histoire, celle de Cordes-sur-Ciel dans le Tarn. Christophe Larocca et Olivier Combe. Juchée depuis 8 siècles sur son éperon de roche, Cordes-sur-Ciel a-t-elle vraiment livré tous ses secrets? Que reste-t-il de ses premiers fondateurs? Cathare pour beaucoup.
À travers les pierres, un homme cherche les traces de leur résistance muette. Ces hauts reliefs, par exemple, du temps de l'Inquisition menée par les dominicains, en latin, les chiens de Dieu. Le cerf représente depuis le IVe siècle le Christ, parce que le cerf porte ses bois comme le Christ porte sa croix. Le chien qui le suit, le chien du Seigneur, le dominicain qui le pourchasse, n'est pas sur la même ligne, il est arrêté et sa langue pend. C'est exactement ce que les cathares reprochaient à l'église de Rome, elle a perdu les traces du Christ. Au pied de la vieille cité, c'est cette blessure originelle que raconte le spectacle, animé par 120 figurants de corde. L'histoire d'un village, 2 fois meurtri par les guerres de religion, et qui, dans un déluge de feu, découvre la révolte. La première chose qu'on a envie de faire passer, c'est de l'émotion auprès du public. On a envie, non pas qu'ils trouvent ça que beau, ou que joli, ou qu'intéressant pour l'histoire. Il y a l'émotion qui passe à travers aussi des mots et des sentiments, des sentiments d'humanisme et de tolérance. La cité connaîtra ses heures de joie et ses défaites, pendant qu'en coulisses les figurants s'activent, chacun se remémore son rôle. Je fais la peste, je suis sur un cheval qui s'appelle Oral, qui m'a aussi écrasé le pied. J'imaginais pas à quel point le fait de se retrouver comme ça dans des tenues qui n'ont rien à voir avec les tenues de nos jours et de vivre ensemble pendant quelques heures tous les jours, ça faisait disparaître toutes les barrières sociales. Un mélange où Paul Quillès, ancien ministre de la Défense, campe tout de même un pro-templier, dans cette histoire un peu hermétique, mais dont la magie des tableaux a la puissance des rêves d'enfants. Bruno Perron est peut-être en train de réaliser un exploit, battre le record de la traversée du Pacifique Nord établi par l'Américain Steve Fossett. Pour l'instant, à bord d'Explorer, Bruno Perron et Skip Novak ne sont qu'à la moitié du parcours entre Yokohama et San Francisco. Mais pour l'instant, leur avance est confortable et s'ils respectent le tableau de marche, eh bien, ils pourraient arriver avec 2 jours d'avance sur le précédent record. Voilà, c'est bientôt la fin de ce journal. Je vous rappelle les principaux titres. Ce lundi 10 août restera peut-être comme la journée la plus chaude de l'été, avec beaucoup de records à la clé. Des records également de pollution. Au total, ce sont plus d'une quinzaine de villes qui ont dépassé le niveau 2 de la procédure d'alerte aux grandes dames de certaines personnes plus sensibles. Et puis à Nairobi, au Kenya, les sauveteurs n'ont plus grand espoir de retrouver les survivants. Le bilan pourrait dépasser les 200 morts. L'heure est maintenant à l'enquête minutieuse et longue. Xavier Hofer, dans le journal, nous disait que l'explosif utilisé pourrait être du Semtex. Voilà, dans un instant, vous avez rendez-vous avec la météo d'Isabelle Martinet qui nous annonce encore du beau temps. Quelques ondées toutefois sur le nord-ouest et des orages de chaleur en montagne. Demain, à 7h50, dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra le colonel Lecléy de la Sécurité civile. On parlera de sauvetage. Je vous souhaite une bonne soirée sur France 2 et je vous dis bien sûr à demain soir à 20h.